Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Frédéric Sinclair. Bonjour monsieur. Bonjour. Frédéric Sinclair, écrivain, politologue, ancien conseiller du Premier ministre Dominique de Villepin. Vous publiez cet ouvrage chez l'Harmattan, Comment sortir de l'impasse libérale, que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. On va commencer tout de suite, Frédéric Sinclair, avec cette citation de vous, je vous cite, « Faire que la vie humaine ressemble à celle du chien, mesdames et messieurs les libéraux, voilà donc l'acmé de vos aspirations et de vos entreprises philosophiques. Ne boudons pas notre plaisir, quel projet politique magistral que celui du libéralisme. » Trouvez ça magistral de transformer l'homme en chien, Frédéric Sinclair? C'est le projet non avoué, mais fondateur du libéralisme. C'est étonnant. C'est Kojève, c'est Fukuyama, c'est les grands penseurs de la victoire de la démocratie libérale qui posent ce constat-là. On a oublié que le livre de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire et le dernier homme, avait en réalité une double articulation. La première sur la fin de l'histoire, qu'on a beaucoup critiqué en disant que finalement il s'était trompé, qu'on n'était pas à la fin de l'histoire, que les démocraties libérales n'avaient pas gagné. Mais la vraie clé de compréhension de la pensée de Fukuyama, et donc de notre époque, c'est le dernier homme. À quoi ressemble ce dernier homme dans le projet libéral ? Eh bien, le projet libéral, il fabrique un dernier homme qui ressemble effectivement à un chien bien nourri. Et peut-être que si on s'était posé cette question-là plus tôt, on se serait dit non mais c'est pas possible. On ne peut pas mettre en branle tout ce système libéral sur les droits individuels, sur la capitalisation, l'accumulation de capital pour finalement obtenir des individus qui sont dépouillés de toute volonté de puissance. En réalité, il y a échec parce que l'individu ne se dépouille pas. Et Fukuyama le dit, il dit en réalité, on va se rebeller contre cette chose-là. Effectivement, on va se rebeller. On se rebelle plus ou moins violemment en fonction des intérêts qu'on a, mais on se rebelle. L'idée étant de passer du guerrier au commerçant, au consommateur. C'est exactement ça. Ce que dit Fukuyama, c'est que la modernité, globalement ce qui s'est passé depuis le XVIe siècle, amène les sociétés à viser un double objectif. Un objectif de liberté pour tous et un objectif d'égalité pour tous. Et ça s'est fait dans un double mouvement. Premier mouvement, on sort des monarchies par des révolutions dites de la liberté en Angleterre, aux États-Unis et en France. Et puis on octroie aux citoyens des droits individuels qui sont devenus peu à peu fondamentaux. Et puis, deuxième mouvement, on fabrique aussi du capital, de la ressource, et ça permet à l'aristocrate guerrier de poser son glaive, de devenir un entrepreneur, de travailler au service de la société, de s'enrichir lui-même et de, prendre en charge le thumos, c'est-à-dire la volonté de reconnaissance, autrement. Avant, on m'admire parce que je suis un guerrier et puissant, désormais, on m'admire parce que j'ai une Merco. Exactement, et une Rolex. Fukuyama, que vous citez abondamment, Frédéric Sinclair, l'auteur de La fin de l'histoire et du dernier homme, dit en substance qu'il est donc impossible de proposer quelque chose de mieux que la démocratie et le capitalisme, car il serait le cadre idéal pour la vie de l'homme en société. Et pourtant, ce libéralisme n'a pas réussi à pacifier le monde. Exactement. Pourquoi ? Il y a un échec. Le principe libéral est vérolé. Pourquoi ? J'ai mentionné tout à l'heure ce qu'on appelle le thumos, donc c'est ce désir de reconnaissance. Les philosophes, depuis Platon, savent très bien que ce désir de reconnaissance, il est vicié. C'est-à-dire qu'évidemment, on veut tous être reconnus. Mais reconnus en fonction de quoi ? En fonction de l'estime qu'on a de soi. Et Fukuyama reconnaît lui-même aussi qu'on a tendance à se surestimer et à exiger des autres qu'ils nous estiment à notre propre valeur, c'est-à-dire au niveau où on s'estime nous-mêmes. Et donc, globalement, j'ai envie qu'on me reconnaisse comme supérieur à tout le monde. Cette petite chose dans la doxa libérale a fragilisé le tout. On a cru que les hommes étaient pacifiques naturellement, qu'ils étaient bons. On a cru à ce que disait Rousseau. Et puis, en réalité, on s'est rendu compte que c'est plutôt Machiavel qui a raison. C'est-à-dire que si vous voulez pacifier une société, il faut opposer thumos contre thumos, il faut opposer les volontés de puissance, et puis maintenir tout le monde sous une forme de contrôle relativement... Créer l'État, quoi. Fabriquer un État, c'est Hobbes, un État souverain qui dise aux gens, bon écoutez,
on va neutraliser la partie mauvaise en vous. Ce qui vous, de temps en temps, qui vous pousse à vous défendre vous-même, à prendre les armes pour vous défendre. Et on va fabriquer à la place une structure qui va prendre en charge la sécurité des individus. Prendre en charge la violence. La violence qui devient légitime. Et puis cette prise en charge de la violence légitime fait que l'individu dit « Ok, moi je pose les armes et puis c'est l'État qui va me protéger ». Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est l'échec du libéralisme. L'État ne protège plus. L'individu est en insécurité constante, croissante, et il est à deux doigts, c'est Foucault, Michel Foucault qui explique ça dans un de ses cours au Collège de France, il est à deux doigts de reprendre les armes parce que le contrat social qu'il a passé avec l'État est en train, exactement, est en train d'être trahi. Vous dites que la Russie et la Chine et d'autres pays jouent au jeu de la mondialisation, une mondialisation dont les règles du jeu ont été fixées par les Occidentaux. Pourquoi ces nations émergentes, la Russie, la Chine, sont en train de gagner la partie? Ils sont en train de gagner la partie parce qu'elles ne respectent pas les règles que nous nous sommes imposées. Pas toutes les règles, oui. Non. Ces règles, en fait, elles sont pour les Occidentaux, elles sont sacrées. Et la Chine, la Russie et d'autres pays n'ont pas reçu mandat pour respecter ces règles. On a cru à une forme d'universalisme du libéralisme. On a fait beaucoup de guerres pour ça. On a voulu imposer nos modèles politiques un petit peu partout. Les Chinois, comme les Russes, n'ont pas la même histoire, n'ont pas les mêmes modèles civilisationnels. Ils n'en sont pas guerriers pour autant. Hein. Je veux dire, quand vous regardez quand est-ce que la Chine est sortie de chez elle pour aller conquérir d'autres pays comme l'a fait la France, comme l'ont fait les États-Unis, chacun avec une forme d'empire qui lui est propre, ben jamais. Dans l'histoire de la Chine, on a un pays qui est sur lui-même et aujourd'hui qui fabrique et qui réussit. Alors bien évidemment, contestable par plein de points, mais en réalité, la vérité, c'est que le modèle libéral est en train d'être remanié de différentes manières tout autour de la planète, et on pourrait même dire le modèle capitaliste de production est en train d'être remanié. Par l'entrée de la Russie et de la Chine dans l'OMC, par exemple? Par l'entrée de la Russie et de la Chine, mais surtout par l'entrée de la Chine. Il y a eu un bouleversement gigantesque en 2001. On a beaucoup parlé du 11 septembre, parce qu'effectivement, c'est Samuel Huntington, pour le coup, c'est le choc des civilisations. C'est ce qui nous fait rentrer dans le 21e siècle. Mais ce qui nous en fait sortir, c'est l'entrée de la Chine à l'OMC. C'est-à-dire qu'on l'entrée du renard dans le poulailler, quoi. Mais ils vont nous bouffer. Et là, qu'est-ce qui se passe là? Aujourd'hui, on l'a bien vu pendant le Covid. On ne produit plus rien chez nous. Même pas des médicaments, même pas du Doliprane. On fabrique de l'argent en Occident. Oui, c'est ça. On fabrique des billets. C'est ça, exactement. Des billets qui seront utilisés par d'autres. Donc, fondamentalement, on a une véritable problématique aujourd'hui. C'est est-ce qu'on peut continuer de vivre dans un système, dans un cadre social libéral qui ne nous assure plus aucune protection et que d'autres pays que nous utilisent à bon escient pour accroître leur puissance à notre détriment, et sachant que si on joue avec les règles, même avec leurs règles, imaginons qu'on devienne des ultralibéraux, nous, en France. Est-ce que vous croyez qu'on arrivera à concurrencer la Chine? Est-ce que vous croyez qu'on arrivera à concurrencer les États-Unis, quand bien même on renoncerait à tous nos droits sociaux? Non, la vérité, c'est que le capitalisme est dans l'impasse. Le libéralisme, qu'il soit politique ou économique, est dans l'impasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut en sortir. On ne va pas demander à un poids plume de monter sur le ring contre un poids lourd. Exactement. Ça ne marchera pas. Clausewitz nous enseigne, dites-vous, que c'est la domination que l'homme vise collectivement au travers de la guerre. Est-ce que Vladimir Poutine cherche la domination avec cette opération spéciale qu'il a lancée en Ukraine? Vladimir Poutine est un sujet d'étude, je trouve, passionnant. La Russie, la Chine, ces nouveaux pays vraiment émergents développent des modèles de civilisation qui transcendent les codes qu'on a. Si on reprend l'idée qu'on a évoquée tout à l'heure d'un aristocrate qui renonce à l'épée pour devenir un bourgeois qui fabrique de l'argent, Vladimir Poutine nous montre qu'il y a moyen de ne pas renoncer à l'épée. C'est-à-dire que le hard power reste une composante clé des relations humaines. Donc, effectivement, on transige, on fait des transactions économiques, on contraint économiquement, mais quand il faut prendre ses responsabilités, quand on a des problèmes de territoire, à ce moment-là, on ne peut plus faire ça. C'est un penseur américain qui s'appelle Edward Luttwak,
qui a théorisé cette question-là dans les années 90 et qui explique clairement que l'Europe et l'Occident a réussi à développer une autre forme de contrainte basée uniquement sur l'économie. Mais quand les questions territoriales ne sont pas réglées, alors à ce moment-là, la question du hard power, la question de la guerre se repose. C'est exactement le sujet ukrainien. Le sujet ukrainien, c'est une question de sécurité globale avec la menace que fait peser l'OTAN sur la sécurité et les frontières de la Russie. Et c'est une question de sécurité territoriale avec un pays qui n'est absolument pas homogène, où la notion de souveraineté abstraite, comme on l'utilise chez nous, a été dévoyée. En vérité, il ne peut pas y avoir de souveraineté en Russie parce qu'il y a deux peuples qui cohabitent et qui territorialement... En Ukraine, pardon. Qui cohabitent, et une partie dans l'Est de l'Ukraine qui a tendance à vouloir se rattacher à la Russie. Donc on a un problème aussi territorial. Donc la vérité, c'est qu'à partir du moment où vous avez un problème de frontière, vous aurez la guerre. On ne veut pas entendre ça. Emmanuel Macron ne veut pas entendre ça. Les libéraux européens ne veulent pas entendre ça. La vérité, c'est que c'est une loi. À partir du moment où il y a un problème de territoire... C'est Wilson, c'est un peuple, un pays. C'est exactement ça. Et à partir du moment où vous avez un problème de frontière, on va défendre sa frontière, on va défendre sa terre. Et donc, la question ukrainienne ne sera pas réglée. Parce que ça va, c'est facile, hein, on peut faire un peu de prospective en 2 secondes. Qu'est-ce qui va se passer ? Les tensions vont peu à peu diminuer parce que c'est dans l'intérêt de personne. La Chine va finir par dire il faut qu'on reprenne les questions économiques, qu'on les remette sur la table. La Russie va acter. On va faire pourrir cette guerre-là. L'Ukraine ne va pas pouvoir continuer à mener cette guerre pendant très très longtemps. Les États-Unis, prochaines élections, si Biden n'est pas réélu, changement total de paradigme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va arriver sur une situation proche d'Israël et de Gaza. Donc on va avoir une guerre larvée. Cette guerre larvée, elle n'est pas nouvelle. Entre 2014, les accords de Minsk II, et 2022, c'est 13 000 morts dans le Donbass. Oui. Bon, ça veut dire qu'on va retrouver une situation comme ça. Les Occidentaux auraient réglé quoi ? Rien du tout. Donc la question du hard power doit aussi être reposée. Mais tant qu'on vit dans un monde complètement idéal où on évacue la question des frontières, on ne peut plus réfléchir à ça. Le nationalisme n'est pas un gros mot. Je voudrais qu'on revienne à la critique du libéralisme en citant quelques lignes de Fukuyama. Je le cite, « Les êtres humains se révolteront à l'idée d'être les membres indifférenciés d'un État universel et homogène. Ils voudront être des citoyens plutôt que des bourgeois, trouvant la vie d'esclave sans maître, la vie de consommation rationnelle, en fin de compte, lassante. Ils voudront avoir des idéaux, au nom de quoi vivre et mourir. Là est la contradiction que la démocratie libérale n'a pas encore résolue. Est-ce que vous voyez des signes de lassitude chez le consommateur français lambda ? Alors, la question est complexe. J'allais dire oui et non. C'est-à-dire, on vit dans une société de consommation où on n'a rien d'autre. Oui, le seul pouvoir qui nous reste, c'est celui de l'achat. Exactement. Et donc, ce pouvoir d'achat, on l'a vu lors de notre dernière élection présidentielle, est dominant. On a vu l'inversion des scores entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. C'est la victoire du pouvoir d'achat sur la question migratoire et la question de la civilisation de l'islam. Ça veut dire quoi ? En réalité, on a vécu 2 chocs des civilisations. On a vécu un second choc qu'on vit actuellement, qui est un choc exogène, c'est-à-dire que c'est des peuples étrangers qui viennent imposer leur culture au sein de l'Occident, dans tous les pays. Mais ce choc-là n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu un premier choc, qui est le choc de la modernité capitaliste, qui est le choc qui est intervenu au XIXe siècle, le moment où on a renoncé à ce qu'on était pour embrasser des valeurs, on va dire, anglo-saxonnes, globalement. Liberté d'aller et venir des capitaux et des personnes. Exactement. Et donc cette mondialisation, elle est fondée uniquement sur ce paradigme-là. En réalité, ce paradigme est épuisé. Mais ça n'empêche que le consommateur n'a aujourd'hui plus le choix. C'est-à-dire que ce premier choc des civilisations qui nous a profondément ébranlés dans ce qu'on était, il a transformé aussi nos consciences. Et on a adhéré à ça. On a cru, c'est Fourastier, les 30 Glorieuses, on a cru que le développement du confort, du plaisir, était un absolu en soi. La vérité, c'est qu'on est en train de se désillusionner. On achète, c'est comme un sparadrap finalement. On a posé sur une plaie béante un petit sparadrap, on a l'impression que ça va mieux, mais le sparadrap s'imbibe de sang, il tombe et la plaie est toujours là et on a toujours mal. Donc en réalité, en ce moment, on est en train de souffrir de ce qu'on est. C'est l'addiction, quoi. Complètement. On est en train de chercher ailleurs, on se dit, mais on étouffe de ce capitalisme. Il a détruit le monde entier, il a détruit notre nature déjà tout d'abord.
Ensuite, il a ouvert nos frontières pour qu'on puisse continuer de le faire progresser. Ça a eu un impact incroyable sur les migrations. Ça a détruit nos villes, ça a transformé nos populations, ça a transformé nos mœurs. On parle beaucoup de l'islamisation de la France, mais il y a une américanisation de la France avant l'islamisation. Il va y avoir une sinisation de la France. C'est la Chine qui va imposer ensuite sa façon de penser aux Européens. Tout ça a permis grâce à d'abord une déchristianisation de la France. Exactement, c'est la clé de toute chose. C'est-à-dire qu'on a oublié ce qu'on était, 15 siècles de culture chrétienne, 15 siècles de civilisation chrétienne, non seulement la religion, mais toute l'enveloppe culturelle qui va autour, c'est-à-dire que normalement, aujourd'hui en France, on ne devrait même pas se poser la question, qu'on soit athée, qu'on soit catholique, protestant, ou qu'on soit musulman, ou qu'on soit juif, on devrait être de culture chrétienne. On devrait adhérer naturellement à la civilisation chrétienne. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il devrait y avoir tout le monde à la messe de Noël. Que vous n'y allez pas tous les dimanches, ce n'est pas mon sujet. Mais par contre, ne pas comprendre que la messe de Noël représente quelque chose en termes civilisationnels, c'est passer complètement à côté. Même chose pour Pâques, même chose pour la Saint-Jean le 24 juin, même chose pour le 15 août. Je veux dire, il y a des référents. Aujourd'hui, ces référents, on les a complètement perdus. Et ça a impacté tout. Notre façon de consommer, notre façon de nous construire, ça a tout impacté. Cette situation-là n'est pas durable parce que les gens, ils en souffrent aujourd'hui profondément. Donc la question, c'est comment on en sort ? Mourir pour des idéaux, dit Fukuyama, est-ce que vous pensez que la jeunesse occidentale est prête à brader le smartphone pour le fusil d'assaut ? Une partie, non. Ouais. Une autre partie, oui, et je pense qu'en réalité, le problème, c'est pas tant le fusil d'assaut que une façon de refabriquer de l'aristocrate. C'est-à-dire, le modèle du bourgeois est périmé, il fait plus rêver personne. Fukuyama, en réalité, croit que l'aristocrate a déposé les armes et que c'est la bourgeoisie, c'est-à-dire le capitalisme et le libéralisme, qui a permis de pacifier la volonté de puissance de l'aristocrate. En réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. Quand vous lisez Benedetta Craveri, quand vous lisez un certain nombre d'historiens, ils vous expliquent qu'au XVIIe siècle, en France, c'est les aristocrates eux-mêmes qui ont pris leur distance avec le pouvoir et qui ont commencé à développer un mode de conversation, de vie, de mœurs, de manière, un intérêt pour le décor, un intérêt pour le vêtement, un intérêt pour les belles lettres, pour les arts, qui les a éloignés du pouvoir politique. Elle commence avec une petite anecdote sur un émissaire de Richelieu qui viendrait s'enquérir de ce qui se passe dans le salon de Madame de Rambouillet. Et Madame de Rambouillet le renvoie dans ses cordes en disant « il n'y a pas de politique ici, il n'y a pas d'espions, il n'y a personne, simplement des gens qui... » voilà. Et c'est les femmes qui ont, à ce moment-là, développé ces salons qui se sont poursuivis tout au long du 19e siècle, donc 17e, 18e, 19e, où on invitait des artistes, où on invitait des aristocrates, où on invitait des gens, où les bonnes manières, et Montesquieu en parle, les bonnes manières ont remplacé une espèce de brutalité guerrière un peu frustre. Cette chose-là, on l'a héritée de la Renaissance italienne. Il faut lire Le courtisan de Baldassare Castiglione, où on a l'exemple de ces gentilshommes qui, avec grâce, conversaient entre eux et parlaient de choses extrêmement sérieuses. Donc en fait, on a réussi à créer une forme de société supérieure où la richesse avait toute sa place. Mais elle n'était pas un principe d'accumulation individuelle, où les relations de puissance avaient toute leur place. Mais elles étaient transcendées par l'intelligence, elles étaient transcendées par la capacité de parler, par la connaissance, et par les manières. Et donc, fondamentalement, on a réussi à faire de l'aristocrate une forme d'homme supérieur et qui n'était pas limité d'ailleurs à l'aristocratie. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien démocratiser le principe. On a choisi de faire autrement. On a choisi de focaliser sur les droits individuels, on a choisi de faire de l'enrichissement privé, on a choisi de fabriquer une société capitaliste à l'anglaise. Donc on a choisi de renoncer à ce qu'on était fondamentalement. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. La question, c'est comment on en sort. C'est qui ce bourgeois Frédéric Sinclair et comment il a pris le pas sur l'aristocrate ? Ce bourgeois, c'est quelqu'un qui a été façonné par les Lumières anglaises, qui a été façonné par la transformation, l'accumulation de capital, la capacité qu'avait effectivement la quantité d'argent à gouverner le monde. C'est le premier à penser l'accumulation indéfinie de capital, c'est John Locke. Il dit, à partir du moment où ce que vous accumulez n'est pas périssable, vous ne l'enlevez pas aux autres. Si vous enlevez à quelqu'un son morceau de viande, qu'il aurait pu le manger, que vous le prenez pour vous et qui
périme et que vous ne pouvez pas le manger non plus, c'est indigne moralement, vous ne pouvez pas faire ça. En revanche, si c'est de l'or, si c'est des bijoux, là, à ce moment-là, c'est par votre travail, il n'y a pas de problème. Et en réalité, il y a un problème, c'est que cette accumulation indéfinie de capital, elle sert à quoi? Le monde n'a jamais été aussi riche et en réalité, on n'a jamais autant manqué. Je veux dire, on est plus riche que nos parents, que nos grands-parents. En termes de pouvoir d'achat, notre PIB a été multiplié par 10 en 50 ans. Pas le PIB par habitant, mais le PIB. En valeur absolue, mais autrefois, le bourgeois, il pouvait avoir du personnel à la maison. Aujourd'hui, le bourgeois, il ne peut plus avoir de personnel à la maison. Exactement, vous avez raison. Les modes de consommation, de dépenses et d'acquisition des richesses, les polarisations, c'est-à-dire qu'on a créé des extra-riches, des ultra-riches, et puis des gens qui sont toujours dans la pauvreté, mais la vérité, c'est que l'ultra-riche manque. La vérité, c'est que Gérard Depardieu pleurniche parce qu'il ne peut pas avoir un jet privé à lui. Parce qu'il est obligé de le mettre... Vous voyez ce que je veux dire? Je dis Gérard Depardieu, j'ai rien contre Gérard Depardieu, j'aime beaucoup, mais il y a des gens, Bernard Tapie à l'époque, qui disaient qu'il devait sous-louer son yacht. Enfin, je veux dire, on entend des plaintes qui sont juste inacceptables. Et pourtant, cette quantité de richesse, elle est là. La vérité, c'est que la richesse ne satisfait pas l'être humain. C'est pas... Quand il va consommer, il cherche quelque chose, on va sûrement en parler, mais il cherche quelque chose, il cherche à s'approprier quelque chose dont il a un besoin essentiel. Cette chose-là, on en parle assez peu, mais c'est ça qu'il fait quand il va consommer. Et d'ailleurs, quand on va en parler, les gens vont se reconnaître, ils vont dire oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en réalité, dans le capitalisme, c'est autre chose que je cherche. C'est quoi? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le beau. Oui, la grâce. Oui, on cherche la beauté. Alors avant, justement, d'aller vers... cette recherche de l'esthétique sur la notion d'égalité, vous dites que la guerre de tous contre tous est le résultat d'individus égaux. Ouais. Dites-nous ça, expliquez-nous. C'est un point essentiel, ça aussi, parce que, comme on l'a dit en introduction, le projet moderne, qui est défini par Kant, mais également par tous les penseurs libéraux anglo-saxons, est fondé sur deux piliers. On l'a sur tous nos frontons, la liberté et l'égalité. Et cette égalité-là, c'est un projet noble, de dire que tous les hommes doivent être égaux. Et j'allais dire, devant Dieu, on l'est tous. Mais cette égalité-là, elle est mal comprise politiquement. Quand on en fait une politique, c'est comme pour la liberté. Tant qu'on place la liberté en haut de nos idéaux et qu'on dit on doit marcher vers ces libertés et l'inscrire politiquement, ça fonctionne. Quand on en fait une politique, ça se dégrade. On a fait une politique des droits de l'homme, on les a dégradés. Aujourd'hui, ils ne ressemblent plus à rien. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'égalité? En vérité, Thorstein Veblen, qui est un penseur du début du XXe siècle, issu de l'Europe de l'Est, qui a émigré aux États-Unis, a tordu le cou à Marx et à tous les socialistes qui étaient des amoureux de l'égalité, en expliquant comment, dans la psychologie de l'individu, l'égalité, en réalité, n'a pas vraiment sa place, en tout cas pas la place qu'on lui accorde. Thomas Hobbes, qui est un penseur, lui, philosophe du XVIIe siècle anglais, qui est on en a parlé tout à l'heure en parlant du Léviathan, donc qui est un des penseurs phares de la modernité politique, dit exactement la même chose. En fait, qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Ils disent qu'en vérité, les hommes naissent en réalité plutôt égaux les uns avec les autres. Effectivement, on a des différences, mais elles ne sont pas si grandes que ça. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez deux personnes qui sont égales, ou à peu près, et qui veulent la même chose? Quand vous avez des ressources limitées, ce qui est le cas de notre planète, moi je veux ça, moi aussi je veux ça, qu'est-ce qui se passe? On bataille, on s'affronte, et on se tue. Donc en réalité, Hobbes dit, l'égalité est source de conflit. On pense que Hobbes dit, en tout cas c'est comme ça qu'il est présenté très souvent dans les médias, comme étant un penseur de l'homme mauvais comme Machiavel, mais ce n'est pas du tout le cas. Hobbes ne dit pas que les hommes sont mauvais, il dit les hommes sont égaux. Et parce qu'ils sont égaux, ils vont se battre. Et donc c'est pour ça qu'il faut quelqu'un qui soit fort et qui leur dise hop, chacun dans son coin. Et ensuite, Thorstein Veblen dit quoi? Thorstein Veblen dit, dans nos relations interindividuelles, capitalistes, en réalité, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça, ok, chacun essaye d'avoir et puis bataille un petit peu avec les autres. On a renoncé aux armes dans nos sociétés. On essaie juste d'acquérir des objets qui nous font nous sentir un petit peu meilleurs. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on achète telle veste? Pourquoi on achète telle cravate? Pourquoi tel pantalon? Pourquoi telle voiture? Pourquoi telle montre? Ce désir d'égalité, ce qui fait qu'on veut du pouvoir d'achat, ça permet de nous situer socialement. Mais Thorstein Veblen dit, en fait, on ne s'arrête pas là.
il entre dedans une forme de rivalité provocante, c'est-à-dire de volonté de puissance, pour parler comme Nietzsche. Cette rivalité provocante fait qu'une fois qu'on s'est égalisé, on aime bien quand même se mettre un petit peu au-dessus, quand même. Vous voyez ? On aime bien, à un moment, dire « moi, je veux l'égalité pour être reconnu », c'est le fameux thumos, un désir de reconnaissance, mais une fois que je suis reconnu, je trouve que je ne suis pas reconnu assez, donc voilà, je fais ce qu'il faut pour me... Et en réalité, la société ne fonctionne que comme ça, par rivalité de puissance. Quand aujourd'hui vous avez des lobbies LGBT ou des lobbies racisés qui vous expliquent qu'il faut de la reconnaissance pour les Africains, pour les Noirs, comme ils les appellent aujourd'hui, parce que malheureusement ils nous font revenir la question noire sur le sujet, alors qu'on avait essayé pendant des décennies de sortir de ces questions racistes pour justement considérer les hommes en fonction de ce qu'ils étaient intérieurement, de leur qualité, de leur intelligence, de leur humanité. Ils nous ramènent à des sujets d'aspect physique, ce qui est indigne. Eh bien, pourquoi est-ce qu'ils font ça? En nous faisant croire qu'ils veulent l'égalité. La vérité, c'est que dans les faits, ils ne veulent pas l'égalité, ils veulent la domination. Il y a un processus de domination. C'est ce qu'explique Veblen. Il dit en réalité, vous n'en sortirez pas. Que ce soit au niveau de groupuscules qui vont militer pour leurs droits et pour des droits spécifiques, et puis finalement pour une forme de domination sur les autres. Et quand vous entendez aujourd'hui, vous lisez des articles qui vous expliquent que l'hétérosexualité est une anomalie et que l'homosexualité est la norme, je veux dire, c'est des gens qui manifestement ne veulent pas une égalité puisqu'ils parlent d'anomalie. C'est-à-dire qu'ils disent non, il faut mettre l'hétérosexualité plus bas, mettre l'homosexualité au-dessus. Donc on voit bien que dans les faits, cette volonté de puissance, elle s'exprime. L'égalité, personne ne la veut. Tout le monde veut se différencier de l'autre. On est dans une société de l'individu où chacun, soit en tant que groupe, soit en tant qu'individu, cherche à se séparer. Pourquoi on construit des modèles encore sur cette notion d'égalité? Il faut renoncer à cette notion d'égalité. Personne n'en veut. Dernière question, et rapidement s'il vous plaît, Frédéric Sinclair. La solution donc pour l'Occident, c'est la recherche du beau pour sortir de l'impasse libérale? Oui, ça sera la chose à découvrir dans le livre. C'est la partie, j'allais dire, la plus facile à lire, les derniers chapitres. Comment, en réalité, dans le capitalisme, on ne cherche pas, quand on consomme, à posséder l'objet. Ce qu'on cherche, c'est acquérir une part de beauté du monde. En réalité, le processus d'acquisition n'est fondé que sur la beauté. Aujourd'hui, le capitalisme, alors il y a deux auteurs, Serrois et Lipovetsky, qui ont écrit un livre qui s'appelle L'esthétisation du monde, que je recommande à tout le monde, où ils expliquent ça en détail. Je l'utilise pour appuyer mes raisonnements. Globalement, il n'y a plus aucun objet qui n'est pas passé dans les mains d'un designer aujourd'hui. Que vous achetiez une voiture dernier cri ou une brosse à chiottes, tout a été designé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si ce n'est pas beau, si ça ne répond pas aux critères de beauté qu'on attend, on n'achète pas. Pour sa salle de bain, pour sa cuisine, pour tout, pour nous-mêmes. Donc en réalité, cette beauté-là, elle est la solution au problème capitaliste. Elle est déjà dans le capitalisme, la recherche du beau. C'est assez incroyable en fait. C'est-à-dire que le capitalisme a détruit la beauté du monde, mais en même temps, il porte en lui la solution de son dépassement. C'est-à-dire cette recherche perpétuelle de beauté par l'homme. Je parlais tout à l'heure de la Renaissance italienne et du XVIIe siècle. Ça marche à plein dans ces siècles-là. On l'a un peu oublié depuis. Aujourd'hui, on peut relancer quelque chose comme ça. Il y avait déjà du beau au Moyen-Âge quand même. Il y en a eu tout le temps. En vérité, il y en a depuis l'Antiquité. Il y en a depuis l'Antiquité. C'est fondateur de l'être humain. Mais dans ces siècles-là, on l'a mis au premier plan. Aujourd'hui, on devrait faire pareil. Keynes, en 1932, nous explique déjà qu'on devrait renoncer à nos méthodes économiques habituelles pour démondialiser et se consacrer à faire de nos villes les plus belles réalisations esthétiques qui soient. Le jour où on est tous fiers d'habiter là où on habite, c'est fini, les problèmes sociaux, il n'y en a plus. La beauté est vraiment ce qui va sauver le monde. Dostoïevski avait raison. Écroulons les banlieues. Comment sortir de l'impasse libérale? Frédéric Sinclair, c'est passionnant, c'est magnifique, sur la boutique de TV Liberté. Merci Frédéric Sinclair. Avec grand plaisir.